Je sais pas si les tons clair sur clair comme ça, c'était ma meilleure take vestimentaire. Je me demande si avec le côté barbe, ça rajoute pas un... C'est pas mormon, mais je sais pas, alors à la limite, oui, là, ça serait... Mais là, je trouve que j'ai eu des prises de position un peu plus radicales et d'un côté peut-être un petit peu plus sécure. Si vous êtes à peu près normalement foutu, normalement vous en avez strictement rien à foutre de la vie privée des personnalités publiques. Et donc vous êtes très probablement en train de vous dire mais qu'est-ce qui nous fout Monsieur Za à nous faire une vidéo people au milieu de toutes ces analyses si finement acérées et si brillantes. Et d'ailleurs, depuis la scène que vous avez toutes et tous vue, de Brigitte Macron qui frappe son mari au visage, c'est à peu près ce que j'entends partout. C'est un sujet people, c'est pas un sujet politique, c'est pas pertinent, pas intéressant, faut passer à autre chose. Et dans les autres discours que j'ai entendus, bah le reste c'est des blagues. Certaines blagues pas fines, d'autres blagues franchement pas drôles, et puis des blagues carrément oppressives. Mais c'est à peu près tout, y a pas de blagues marrantes. Et d'ailleurs, c'est fou que quand une meuf cis frappe un mec cis, vous soyez quand même capable d'arriver à dire des trucs transphobes. Vous êtes quand même incroyable. Et bah moi, en tout cas, j'ai envie d'être le petit con qui va à contre-courant de tout ce qu'il entend en ce moment. Parce que le traitement médiatique de cette affaire, je sais pas si on peut appeler ça une affaire, mais en tout cas, il m'agace très franchement. Alors je précise, je vous montre pas d'extraits vidéo de gens qui m'ont agacé, parce que la dernière fois que je l'ai fait, il y a des tocards et des violeurs qui se sont servis de mes vidéos pour participer au harcèlement de quelqu'un. Donc bon, je vous montre pas d'extraits vidéo et... de toute façon, vous avez vu les gens dire des trucs débiles sur la baffe que s'est prise Macron, même à gauche quoi. Et je vais pas non plus vous montrer la vidéo parce que d'une, je pense que vous l'avez toutes et tous déjà vue. Et de deux, si vous voulez vous marrer en regardant des violences conjugales, bah, vous avez qu'à allumer la télé et regarder scène de ménage, Camelot ou la pub. Enfin, vous avez juste à allumer la télé quoi. C'est pas. Et puis évidemment, en dernière précision, mais ça je pense que vous vous en doutez, si je vous parle de ce sujet, c'est pas parce que je suis particulièrement fan d'Emmanuel Macron. C'est pas non plus parce que d'un coup, vu qu'il s'est fait frapper par sa femme, j'éprouve une forme de sympathie pour le bonhomme. J'ai envie de parler de ce sujet parce que, croyez-le ou non, en quelque sorte j'ai une relation un peu particulière avec Brigitte Macron. Et depuis un petit moment. Story time. Pendant les 7 ans où j'ai été professeur de français, avec la quasi-totalité de mes classes de seconde, j'ai étudié une nouvelle de Flaubert qui s'appelle Un cœur simple et qui est dans le recueil de nouvelles Trois contes, qui est assez sympa, mais bon, ça reste du Flaubert. Et puis alors, on analyse un petit peu l'œuvre dans sa continuité, et il y a toujours un moment où je profite d'un extrait dans lequel Félicité, la personnage principale de l'œuvre, se fait bousculer dans un buisson par un homme qui lui a fait boire de l'alcool, et il essaye de la violer, sauf qu'il n'y arrive pas parce que il s'attendait à ce que ce soit une jeune femme de son époque, c'est-à-dire qui ne sait pas ce que c'est que le sexe, sauf que bah Félicité elle a grandi à la ferme, donc le sexe elle a vu les animaux, elle voit à peu près comment ça fonctionne. Donc bref, je profite toujours de ce passage du livre pour faire 1 heure de discussion approfondie sur le consentement sexuel avec mes élèves. C'est pas le boulot d'un professeur de français de faire ça, si. Si, littéralement en fait. Tous les profs doivent faire leur maximum pour réussir à faire 2 heures de cours d'éducation sexuelle avec chacune de leurs classes. Je suis pas prof de SVT, donc je vais pas parler des gamètes, je suis prof de français, donc je vais me servir de la littérature et de ce que Flaubert dit sur le consentement des jeunes femmes à l'époque, voilà, au 19e siècle en Normandie, pour faire, moi, une discussion sur le consentement sexuel avec mes élèves. Je trouve ça assez sain, finalement. Pourquoi je me justifie de ça? Si vous voulez toucher vos mômes sans qu'ils comprennent ce qu'ils ont vécu, je peux pas vous en empêcher, mais enfin, allez pas hurler sur les toits qu'il faut surtout pas les éduquer. Je vous jure qu'à chaque fois que vous faites comprendre aux gens que vous vous sentez en danger quand les enfants apprennent ce que c'est que le consentement sexuel, ça vous donne pas du tout l'image de vous que vous croyez que ça vous donne. Genre, vraiment pas. Donc bon, je fais lire l'extrait à mes élèves en début d'heure, et puis je leur demande ce que ils et elles en pensent. Et souvent, dès le début, ça choque la classe. Ah, effectivement, on a de la violence qui est directe, le mec il pousse Félicité dans le buisson, on se doute très bien de ce qu'il va faire, et donc, ça choque, je leur demande pourquoi ça choque, ils me parlent en général du consentement, alors sans forcément utiliser ce mot-là, en général c'est plutôt les filles de la classe qui vont utiliser ce mot-là que les garçons, et je leur demande, c'est quoi, du coup, le consentement ? En général, à ce moment-là, on fait notre petit moment débat, il y a tout le monde qui donne un petit peu son avis, il se fait interrompre par un autre élève qui lui dit non, c'est pas ça, etc. Bon, je laisse un petit peu l'émulation se faire. Et évidemment, je peux pas le faire avec vous, parce que vous êtes remarquablement silencieux. Et puis je passe aux exemples. Alors je vous préviens, les exemples ils sont pas agréables à entendre ou à s'imaginer. Donc vraiment, imaginez-vous un univers ultra hypothétique et essayez de prendre les choses de façon très pragmatique. Ou alors si vraiment c'est des sujets qui vous triggerent, là on va parler d'agression sexuelle. Donc
peut-être pas regarder la vidéo, j'en sais rien, je sais pas quoi vous dire. Et puis je précise, je fais pas ça en début d'année avec des élèves qui me connaissent pas. En général, c'est un moment où les élèves ils me connaissent bien, ils connaissent déjà mon positionnement sur certaines choses et tout ça. Donc en général, on arrive à avoir une conversation quand même qui est assez saine et dans laquelle ils se sentent en sécurité, hein. Donc pour parler largement de consentement éclairé, je commence avec un premier exemple, un premier scénario qui paraît absurde, mais que je développe ensuite. Puisque vous m'avez dit, chers élèves, que le consentement c'était affirmer sa volonté d'avoir le rapport avant et pendant l'acte, alors dans ce cas, dites-moi, scénario 1. Une fille de 3 ans me dit « Monsieur, je veux faire l'amour avec vous ». Est-ce qu'elle est consentante? Bon là, les élèves, ils sont pas cons, hein. Ils comprennent très vite pourquoi non, elle est pas consentante à 3 ans. Bon, tout comme ce que pense avoir Théodore avec Félicité, et ben, la fillette de 3 ans, quand elle exprime cette phrase-là, elle ne sait pas en réalité à quoi est-ce qu'elle consent. Donc par définition, c'est pas un vrai consentement. Elle n'a pas encore les capacités cognitives nécessaires pour comprendre ce que ça implique. Son développement ne lui permet pas de saisir la réalité d'un acte sexuel. Donc, le consentement est formel, mais pas éclairé. Donc c'est non. On développe un petit peu le truc, beaucoup me parlent de l'égalité, de morale, etc. Je passe au deuxième scénario. Une élève de cette classe, par exemple, qui a 15 ans révolus et donc la majorité sexuelle, me dit « Monsieur, je veux faire l'amour avec vous ». Est-ce qu'elle est consentante? Bah là, malheureusement, en général, je commence à perdre certains élèves. Je les observe, je les laisse un petit peu discuter entre eux, je les laisse essayer de se convaincre entre eux et essayer d'avoir des arguments qui viennent d'eux et d'elles, mais une bonne partie de la classe, une bonne majorité de la classe, arrive quand même à m'expliquer pourquoi est-ce que non, ce n'est pas du consentement éclairé. La relation supposée entre cet élève et moi est asymétrique, donc encore une fois, son consentement est formel mais pas éclairé. Le fait que je sois son professeur crée une asymétrie gigantesque de pouvoir. J'ai sur elle l'autorité de noter son travail, de contrôler son quotidien scolaire, même d'influencer son avenir, et puis de manière générale, j'incarne une forme de figure d'autorité, ce qui déforme forcément la perception qu'elle a de moi. Donc ici on parle d'une situation d'emprise, c'est-à-dire une situation dans laquelle la relation est structurée par un rapport de domination si fort que la personne qui se dit consentante, en réalité, elle a intégré, même sans le savoir, les attentes de la personne en face. Autrement dit, même si la demande a l'air mature et est formellement structurée comme quelque chose qui ressemble à du consentement, ça n'en est pas. Le cadre relationnel fait pression sur sa décision et sur ses actes, donc notamment sur sa capacité à dire stop, par exemple, je dis un truc à la con, imaginons que ça commence, ce serait déjà gravissime, mais c'est impossible dans tous les cas de maintenir une relation qui soit autre que la relation professeur-élève, puisque c'est comme ça qu'elle a été structurée par un système préexistant. Donc le consentement ne peut pas être éclairé, c'est impossible. Et puis en général, arrivé à ce deuxième scénario, je commence à développer le troisième scénario, qui est un petit peu plus complexe et qui les fait galérer un petit peu plus. Cette même élève, elle a maintenant 18 ans, je la croise dans un bar, on sympathise dans une relation qui est complètement extérieure au milieu de l'éducation, et puis à la fin de la soirée, elle me dit « Monsieur, je veux faire l'amour avec vous ». Est-ce qu'elle est consentante? Là j'avoue, j'ai rarement la majorité des élèves qui ont la bonne réponse, ou alors il faut que je leur laisse quand même pas mal de temps pour y réfléchir. Alors, déjà, pour les défendre, c'est parce que ce sont des situations sociales auxquelles les élèves ne sont pas confrontés quand ils ont 15 ans. Ils et elles n'ont pas forcément le réflexe de se dire « Ah, il a dit que c'était dans un bar, donc ça veut dire qu'elle est alcoolisée, et donc par nature, son raisonnement n'est pas éclairé, donc son consentement ne peut pas l'être non plus. » Puisque sur le plan cognitif, l'alcool altère les fonctions exécutives, jugement, inhibition, perception du risque, et empêche donc de prendre une décision pleinement libre et éclairée. Et puis parce que, encore une fois, même si je suis plus son prof, je l'ai été. C'est pas du tout une question de déontologie, c'est que sa perception de ma personne, elle est biaisée, elle reste structurée par des schémas de pouvoir. Quoi qu'on fasse, ce sera toujours une relation asymétrique. Mais c'est même pas ça la raison qui fait que j'ai du mal à avoir la réponse attendue et que ça prend beaucoup de temps. La vraie raison, c'est que d'ici à ce que j'ai eu le temps de formuler le troisième scénario, les élèves ils ont eu le temps de réfléchir au deuxième, et en général, il y en a toujours 7 ou 8 qui prennent l'initiative de lever la main et de me demander « Mais monsieur, Emmanuel Macron ?» Et ça, pendant 7 ans, tous les ans, avec toutes mes classes, systématiquement, ça n'a jamais failli.
Le but de cette vidéo, c'est pas du tout de revenir sur tous les détails de la relation entre Emmanuel et Brigitte Macron, ça je pense que en plus vous les connaissez. Et si par miracle vous l'ignorez, eh bien Macron il a une professeure de français qui s'appelle Brigitte Trogneux. Il a 14 ans au moment où il rencontre cette professeure de français, donc pas de majorité sexuelle, une différence d'âge de 25 ans. La chose est remarquée, les parents font en sorte que Macron change d'école, je crois, ou de classe, mais en fait ce qu'ils savent pas c'est que Brigitte elle est en fait professeure de théâtre dans cet autre endroit. Donc en fait, elle s'est arrangée pour quand même garder la mainmise sur Emmanuel, et puis bah résultat, on se retrouve avec la relation que vous connaissez aujourd'hui. Pour ça, je précise, à l'époque, c'est pas passé, hein. Faut pas se dire que oui, mais c'était l'époque, non, non. Même à l'époque, ça passait pas ça. Et donc pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que pendant ces 7 ans où j'ai toujours fait ce cours sur le consentement et où j'ai toujours eu les mêmes réactions, j'ai toujours eu la même gêne face aux élèves. Premièrement parce que bah, j'ai un devoir de neutralité, j'ai pas le droit de dire du mal du président de la République à mes élèves. Mais c'est surtout parce que le fait que ça ressorte systématiquement, comme je vous ai dit, ça illustre quelque chose que je trouve très grave. Cette relation entre Emmanuel Macron et Brigitte Macron fait partie de la normalité de leur quotidien. Tout comme le fantasme du prof ou de la prof dans le porno, les films ou les séries télévisées, l'univers informationnel dans lequel baignent ces élèves installe insidieusement ses propres repères. Ce que des jeunes gens voient tous les jours et que personne n'interroge explicitement, finit par se fondre dans le décor et devenir évident. On ne repère comme anormal que ce qui détonne, que ce qui dénote du reste. Tout ce qui se répète sans être nommé s'impose silencieusement dans la norme. Parce que quand je vous dis que les élèves me disent « Monsieur et Emmanuel Macron », c'est pas du tout dans le sens ah mais ça veut dire que elle a fait un truc qui était pas bien ». Non, c'est vous pouvez pas dire que elle est pas consentante, puisque dans ce cas ça voudrait dire que le président n'était pas consentant non plus. C'est vraiment ça leur réflexion aux élèves. Et il faut bien le dire, la relation entre cette prof et cet élève n'a pas été commentée. Pas maintenant, mais même pas spécialement à l'époque où Macron était ministre. Parce que je vous rappelle que cette dame, qui était la professeure de français des enfants de Bernard Arnault, c'est marrant, le monde est petit, hein. Bon, elle était professeure de français jusqu'en 2017. En 2015, elle a pris une disponibilité, et puis en 2017, elle a pris sa retraite. Elle n'a jamais été sanctionnée par l'éducation nationale. Il n'y a pas besoin qu'il y ait une plainte, hein, on est bien d'accord. Les faits sont établis, ils sont reconnus même. Et donc, exactement comme pour le coup qui lui a été donné dernièrement dans la gueule quand la porte de l'avion s'est ouverte là, on retrouve beaucoup le même argument qui paraît juste, mais qui doit être nuancé. Cet argument, c'est de dire que les rapports entre les hommes et les femmes étant inégaux, on ne peut pas traiter les violences faites par les hommes aux femmes et les violences faites par les femmes aux hommes de la même façon. Les coups et même le meurtre d'hommes et de femmes par leurs conjoints hommes est une réalité systémique, indiscutable, et qui relève de causes sociologiques qui sont étudiées depuis des décennies. Ça veut pas dire que ça n'existe pas dans l'autre sens, mais disons que statistiquement, c'est pas remarquable, quoi. Non, ça vous paraît sans doute évident, mais je préfère le préciser quand même pour pas que des tocards masculinistes réutilisent mes arguments pour défendre leur cause, là. Bon, hein, je vais essayer de faire un petit peu d'hygiène dans ma vidéo, quand même. Hein, vous les connaissez, hein, tous ces connards qui disent « Ah, mais l'inverse aurait fait scandale !» Oui, bah oui, Patrick, l'inverse aurait fait scandale. Mais en même temps, tu peux pas en même temps hurler ta haine des femmes toute la journée et en même temps dire que chaque violence a la même valeur, qu'elle soit faite à un homme ou à une femme. Enfin, genre, bon, sois pas con, Patrick. Donc, en gros, d'une part, moi, les violences conjugales, ben, ça me fait pas rire. Pas celle-ci, pas d'autres, aucune. Ça me fait un peu rire. J'en ai un peu honte, mais je vis avec. Je trouve ça un peu... Oui, il y a un truc cathartique. Mais les images de Brigitte Macron qui frappe son mari, non, ça me fait pas rire. Et d'autre part, ça me fait d'autant moins rire que ça s'inscrit dans un contexte dans lequel non seulement le fait qu'on en rit montre que tout le monde s'en tape des violences conjugales, et globalement des dynamiques violentes à l'intérieur des couples, quitte à trigger les gens autour d'eux qui ont peut-être vécu des traumas et tout ça, bon, parce qu'on en a rien à foutre, hein, vous savez bien, l'humour justifie tout, mais en plus c'est un couple dans lequel, à la base, comme support de ce couple, il y a une violence absolument insupportable et qui s'appelle le détournement de mineurs. Je veux dire, c'est pas n'importe quel couple cis-hétéro. La relation entre une professeure et son élève, même s'ils sont ensemble, même s'ils sont mariés depuis plus de 20 ans, c'est pas une relation symétrique. Ça ne peut pas être une relation symétrique, c'est impossible. Et d'ailleurs, la relation entre deux personnes qui ont 25 ans d'écart n'est jamais non plus une relation symétrique, même s'ils se sont rencontrés quand les deux étaient majeurs. Je suis désolé. Allez, à la limite, mon arrière-grand-père, je crois qu'il avait 107 ans et il était avec une meuf qui avait 93 ans. Donc techniquement, il y avait 14 ans d'écart. Mais d'un autre côté, proportionnellement... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même assez... Là, on n'est pas... Enfin, c'est des cas particuliers. Même 20 ans après, la relation, elle reste bâtie sur un socle qui reste le même socle de pouvoir
asymétrique. En fait, c'est même le propre de l'emprise. Quand une hiérarchie règle la première phase d'une relation, donc enfant, adulte, élève, professeur, ou enfant, beaux-parents, ça existe aussi, beaucoup, faut pas l'oublier, et bah cette hiérarchie, elle s'intériorise à l'intérieur de la relation. Elle devient la manière naturelle d'être ensemble. En psychologie, on appelle ça la naturalisation. Les idées et les comportements induits par le dominant finissent par faire corps avec la personnalité de l'autre, qui accepte alors sa position comme allant de soi, puisque c'est comme ça que les identités se sont construites. Autrement dit, même quand l'élève devient majeur puis adulte, la grammaire affective qu'il partage avec son ancienne prof, elle reste toujours celle d'une relation de contrôle. L'une détient toujours davantage de capital symbolique, le savoir, le réseau social, le prestige, et l'autre reste celui qui, à la base de la relation, a dû, pour plaire, se conformer, se transformer, et devenir en quelque sorte la chose de la personne dominante. Maritza Moreno rappelle que la puissance d'un tel déséquilibre, elle ne tient pas seulement aux ressources matérielles. C'est-à-dire que c'est pas seulement parce qu'il y a quelqu'un qui est plus grand, qui est plus fort, qui est plus adulte, qui a une position de prestige plus palpable, etc. Non, il n'y a pas seulement l'aspect matériel dans la relation. Il y a aussi la construction d'une conscience soumise. L'agent dominé se met au service d'intérêts qu'il n'a pas choisis. Cette internalisation rend la potentialité d'une rupture extrêmement coûteuse, aussi bien psychiquement qu'en termes de danger matériel, que la personne peut se faire battre, se faire tuer ou se faire jeter à la rue. Donc chez Maritza Moreno, on voit des études dans lesquelles on voit très bien que des relations d'emprise peuvent aller jusqu'à être officialisées dans un mariage, et quand même rester structurellement dangereuses, parce qu'elles reposent sur l'impossibilité originelle du non, c'est-à-dire de la capacité à exprimer un consentement éclairé. Michel Foucault le dit autrement, toute sexualité située sous un rapport de pouvoir produit des effets de savoir et de surveillance. Vous vous souvenez, la dernière vidéo, on a parlé de la surveillance. Des effets de savoir et de surveillance qui disciplinent les corps bien au-delà de l'interaction originelle. Et oui, je sais que Foucault est extrêmement mal placé pour parler de ça, mais bon, peut-être un sujet pour une autre fois, ça. Parce que le sujet, c'est que c'est justement là que banaliser la gifle, ça devient extrêmement grave. Le coup n'a pas lieu dans une relation paritaire comme les autres. Le coup rejoue les mêmes dynamiques de verticalité qui ont construit le couple. Une autorité qui trouve naturel de corriger le corps de l'autre quand elle considère qu'il a fait une chose qui était mal. Dans ces cas-là, il y a ce qu'on appelle une zone de doute. Alors ça veut pas du tout dire ce que vous pensez que ça veut dire si vous avez déjà entendu ce terme ailleurs. La zone de doute, c'est le moment où le plus faible a des difficultés à bien percevoir la frontière du tolérable. Tant que la hiérarchie subsiste, et la hiérarchie elle subsiste par nature, le geste violent reste un rappel de qui contrôle la relation. Rire de cette violence, c'est envoyer un message qui finalement est assez clair. C'est-à-dire que un lien qui est né d'un détournement de mineur peut être mis en scène comme une comédie bourgeoise contemplée par tout le monde qui s'égosille devant ce truc qui même... Enfin, qu'est-ce qui vous fait rire là-dedans, quoi ? En tout cas, le rire montre qu'il n'y a rien à questionner dans ce qui s'est passé. Que je sois clair, je dis pas ça par compassion avec Emmanuel Macron. L'enjeu n'est pas de plaindre le chef de l'État, je m'en fous pas mal, je le connais pas. Ce que je connais de lui, ça me fait pas l'aimer particulièrement. L'enjeu, c'est un vrai enjeu politique au sens fort. Si on s'offusquait au moins de la gifle, on pourrait rappeler aux gens que le grooming n'est pas une love story. En refusant ce réflexe, en refusant le réflexe de tout de suite dénoncer la violence, les médias, il grave dans le marbre un impensé. Le pouvoir protège ses propres transgressions sexuelles. Et donc le traitement médiatique basé sur l'outrance, le scandale, le rire, la surprise, etc. Non seulement il va continuer de légitimer ce fantasme du prof ou de la prof et de son élève, en plus il va étouffer la parole de gens qui sont victimes des mêmes scénarios, et puis ça participe à la normalisation d'une forme de verticalité, d'asymétrie que la psychologie critique identifie aujourd'hui comme une des principales sources de violence intime. Et le pire, c'est que très sincèrement, ça me fait chier de faire cette vidéo sur Brigitte Macron. Vraiment. Parce qu'en dehors de sa relation avec le président, elle en a dit des conneries. Elle a un impact politique, elle fait des trucs qui sont extrêmement critiquables et qu'on pourrait passer des heures à critiquer. On devrait jamais avoir à ramener les femmes à leur relation avec un homme. Normalement, c'est pas du tout un réflexe que j'aurais eu. Surtout que pour le coup, elle a vraiment pas besoin de son mari pour dire des conneries, elle se débrouille très bien toute seule. Et ça me fait encore plus chier de faire une vidéo sur une femme, parce que je sais que ça va forcément participer à la détestation
extrêmement ambiante et extrêmement violente qui existe autour d'elle, au point que des membres de sa famille se font tabasser. Enfin, j'avais vraiment des trucs débiles. D'autant plus qu'en ce moment même, là, depuis le 15 mai, il est en train de se jouer le procès de 2 meufs qui ont balancé des rumeurs transphobes sur elle. Enfin, des rumeurs transphobes. En gros, elles ont raconté que Brigitte Macron était une femme trans. Ouais, l'insulte de ouf, quoi, d'être une femme trans. C'est stylé, non? Non? Enfin bref. Et que, en plus, le pire, c'est qu'elle va probablement le gagner, son procès. Et tant mieux, hein! C'est pas mauvais en soi qu'elle le gagne, son procès. Mais c'est-à-dire que pendant qu'on va parler du coup qu'elle a envoyé à la gueule de Macron, personne va parler du fait que la seule personne qui gagne des procès pour transphobie, c'est une meuf cis. Tout ça, cet événement médiatique, du coup qu'elle a porté au visage d'Emmanuel Macron, c'est la cristallisation d'énormément de violences systémiques. Et en plein cœur de l'État, là où vraiment c'est extrêmement visible. Aujourd'hui, je suis plus prof, mais j'ai la certitude absolue que déjà, la totalité de mes élèves et anciens élèves et futurs élèves que j'aurais pu avoir dans un futur imaginaire, ils ont vu la scène. Y a pas de souci, tout le monde l'a vu. C'est un événement médiatique majeur, tout le monde l'a vu, personne l'a critiqué, personne s'est scandalisé, et donc, bah c'est banal. Pas grave. Comme ça, bah oui, les couples, c'est violent. Et puis, avec un peu de chance, des gens qui voient papa taper sur maman à la maison, ou papa taper sur papa, et puis bah, ils vont se dire, bah oui, c'est des dynamiques normales de couple, pas de souci à reproduire ça après dans mon futur. En fait, ce qui me saoule, c'est que personne ne parle du fait que ces violences, peu importe leur contexte, peu importe leur forme, peu importe leur impact, elles viennent d'une femme qui est potentiellement une pédocriminelle. Et d'une femme qui, je l'ai vu, a eu un impact par son existence, par ce qu'elle a fait, par la relation qu'elle a avec Emmanuel Macron, a eu un vrai impact sur la conception que les jeunes se font du consentement. Les masculins diront toujours « Oh là là, personne ne parle des hommes battus » à chaque fois qu'il y a un féminicide. Ils continueront de dire « Ah, personne ne parle des hommes violés » à chaque fois qu'il y aura une affaire de viol qui deviendra médiatique. Et pourtant, quand ils ont les deux sous les yeux, ça les fait marrer. Parce qu'au fond, la logique profonde qui gouverne tous ces instincts, la logique qui s'inscrit en plein cœur de ces mécanismes sexistes, misogynes, c'est la logique de l'humiliation. J'aime pas Macron, du tout. J'aime pas les Not All Men, du tout non plus. D'ailleurs, je pense qu'il y a un rapport entre les deux. Mais ce que j'aime encore moins, c'est de me dire que y a des gens qui sont des féministes, ou en tout cas se revendiquent féministes, et qui continuent d'utiliser une des armes les plus structurelles, les plus symboliques des violences faites aux femmes, c'est-à-dire l'humiliation. Bon, la vidéo elle est un peu lourde et un peu désagréable, j'en ai bien conscience. En plus, esthétiquement, c'était pas fou non plus. La barbe elle fait un peu n'importe quoi. Comme je l'ai dit, là, je pense que les vêtements c'était pas un meilleur choix à faire quand même. Mais du coup, la dernière fois, j'avais fait truc où vous avez vu les oiseaux, j'ai montré les photos et tout ça, ça avait un petit peu allégé l'ambiance. Et du coup, anecdote, comme ça, vous pouvez partir, hein, mais moi je continue. En fait, un jour, il y a un gars, il me fait « Hey, Eza, tu veux une chèvre ?» Moi, je lui dis, non, a priori, non, ça va, j'ai ce qu'il me faut. Je dis, ok, je vais la manger. Quoi? Pas du tout. Qu'est-ce que tu racontes? Enfin, il y a vraiment que ces deux options-là. Enfin, ça paraît complètement absurde. Non, non, mais je vais manger la chèvre, t'inquiète pas, je vais la faire grossir, je vais lui donner bien de la merde à bouffer, puis après, je vais la bouffer. C'est vraiment. Les gens, ils ont des drôles d'idées, des fois. Enfin, bref. Du coup, j'ai une chèvre maintenant. Regardez, elle est mignonne. Enfin, techniquement, il est mignon, c'est un bouc, c'est pas une chèvre. Et il s'appelle Jacob parce que à l'époque où on l'a eu, je regardais Lost. Et que Lost, c'est super bien. Voilà. Il est mignon sur les photos, hein. Mais dans la vraie vie, il défonce les clôtures avec sa tête et quand il pleut, il hurle. Spécifiquement à moi, hein, parce qu'il pense que c'est ma faute la pluie. Vous avez des bonnes relations avec vos voisins, vous? Parce que moi,